Dans cette 5e discussion, nous allons nous intéresser aux critères d'efficacité dans les études d'évaluation de thérapeutique. Comment mesurer le fait qu'un patient va mieux? Alors c'est une question clinique avant tout, et on verra aussi qu'elle se décline avec des facettes méthodologiques. Alors, premier point, un patient qui va mieux, c'est un patient qui guérit ou dont les symptômes s'améliorent. Et donc on a tout un tas de pathologies où c'est effectivement comme ça qu'on va mesurer l'efficacité du traitement. Alors par exemple, dans la dépression, on va inclure, comme on l'a vu dans une discussion précédente, des patients déprimés avec des critères de dépression. Et puis on va mesurer l'intensité de la dépression à l'aide d'échelles qui quantifient pour chaque symptôme de dépression le niveau plus ou moins important des symptômes. Et puis comme ça, sur 17 symptômes, on va additionner la sévérité de chaque symptôme et on a un score. Et on va vérifier que avec le traitement A, la variation de score de dépression entre après le traitement et avant le traitement est plus importante ou moins importante qu'avec le traitement B. Donc ce sont des échelles symptomatiques. Alors il faut faire attention, en principe, on n'a pas le droit d'additionner tout et n'importe quoi. Il y a des conditions statistiques assez précises d'unidimensionnalité qui font qu'on a le droit d'additionner des items d'un questionnaire. Pour ça, il faut donc valider le questionnaire. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui se fait relativement bien. Alors ça, c'était pour la dépression. Pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est un peu pareil, mais pas tout à fait. Il y a un critère d'efficacité très utilisé, assez ancien, qui s'appelle l'ACR20. Et donc, alors c'est un critère binaire, là, qui correspond à une amélioration symptomatique d'un certain seuil pour le patient. Alors quand dit-on que le patient s'est amélioré au sens de la SCR20 ? Il faut qu'il ait au moins 20% d'articulation douloureuse en moins, au moins 20% d'articulation enflée en moins, et une amélioration de 20% au moins de 3 de ces 5 items: évaluation de la douleur par le patient, évaluation globale du patient, évaluation globale par le médecin, auto-évaluation de l'incapacité, marqueur biologique de l'inflammation. Alors, pourquoi pas ? Ce sont des rhumatologues américains et confirmés par des rhumatologues européens qui se sont rassemblés et qui ont discuté de ce que c'était que l'amélioration d'une polyarthrite rhumatoïde, mais c'est discutable. C'est discutable, par exemple, pourquoi le médecin a une voix aussi importante que le patient. Pourquoi l'inflammation, par exemple? On soigne pas une inflammation, on soigne un patient. Mais des médecins vont dire, ah oui, mais l'inflammation, c'est quand même le substratum physiologique de la polyarthrite rhumatoïde, donc si l'inflammation va mieux, a priori, le patient va mieux. Mais d'autres vont dire, mais c'est pas la biologie qui commande, c'est le patient qui commande. Et donc, ni l'inflammation, ni le médecin, etc., etc. Et donc vous avez du coup un grand nombre de critères pour la polyarthrite rhumatoïde qui sont en compétition selon l'importance que l'on donne à telle ou telle facette de la maladie. Alors pour le psoriasis par exemple, c'est un peu la même chose. Comment montrer qu'un médicament dans le psoriasis améliore le patient? Eh bien on va pondérer la surface corporelle atteinte par la gravité des lésions, 1 sur l'érythème, 2 l'induration, 3 la desquamation. Donc on a là une importance volumétrique de la pathologie psoriasique, mais bien sûr certains vont dire oui, mais si j'ai des plaques de psoriasis sur le visage, c'est plus grave que si elles sont dans le dos, parce que le visage tout le monde le voit et je vais être terriblement handicapé socialement, alors que dans le dos, à part d'être à la piscine ou à la plage, personne ne va voir mon dos ou le soir à mon domicile, et donc c'est moins grave, alors que la surface corporelle atteinte en superficie et en gravité des lésions pourra être comparable. Donc on voit que les symptômes s'améliorent, c'est important pour dire qu'un patient va mieux, mais parfois c'est pas aussi simple que ça. Alors parfois d'ailleurs c'est tellement compliqué qu'en fait on soigne une maladie d'un patient, mais d'un patient qui n'est pas malade.
Je m'explique, un malade c'est quelqu'un qui se plaint de quelque chose. Or, il y a un certain nombre de maladies dans lesquelles le patient ne se plaint de rien. Et donc c'est difficile, en fait le patient n'a pas vraiment de symptômes. Et c'est difficile du coup de quantifier l'efficacité du produit, on ne peut plus avoir affaire seulement aux symptômes. Alors un exemple super classique, c'est le diabète de type 2. En général, les patients diabétiques de type 2 ne se plaignent pas tellement du fait d'être malades. C'est le médecin qui leur dit « vous savez, votre glycémie elle est trop élevée, ça va pas du tout, il va falloir faire quelque chose ». Alors, le critère d'efficacité spontanée dans le diabète de type 2, c'est l'HbA1c, c'est-à-dire en gros le sucre dans le sang. Et effectivement, le diabète, c'est du sucre trop de sucre dans le sang. Si on fait baisser le sucre dans le sang, donc on soigne le diabète, donc le patient va aller mieux. Et vous voyez, on retrouve la pensée bernardienne. Sauf que la pensée bernardienne, c'est compliqué. C'est oui, mais, si on baisse trop le sucre, eh bien, on peut faire de l'hypoglycémie. Si on fait de l'hypoglycémie, on tombe. Si on tombe et qu'on est une personne âgée, on va se casser et on risque de mourir. Et donc, on mourra avec un diabète équilibré. Donc, on voit l'hémoglobine A1C, c'est vrai que c'est important, mais c'est pas une fin en soi. Et puis d'autres vont dire, ah mais attendez, peut-être qu'en fait, un médicament va baisser le sucre dans le sang, mais peut-être qu'en fait, il ne fait rien sur le vrai problème du diabète, qui sont les complications. Les problèmes du diabète, c'est que ça bouche les artères, les petites ou les grosses. Et donc, qu'on fait un infarctus, on se fait amputer d'une jambe ou on devient aveugle. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler avec un antidiabétique. Il faut qu'un antidiabétique améliore les complications, diminue le taux de complications. Ça devrait être ça, les critères d'efficacité. Alors, ok, très bien. Oui, mais les complications dans le diabète, heureusement, elles surviennent 5, 10, 20 ans après. Et donc, comment faire un essai thérapeutique qui va durer jusqu'à 20 ans? Personne ne va se lancer dans une histoire comme ça. Donc, du coup, il va falloir trouver un compromis entre faire baisser le sucre, mais pas trop, et quand même avoir des données de complications qui seront sûrement pas très solides cliniquement, mais qui seront extrêmement utiles pour se faire une idée de l'intérêt réel du produit dans le diabète. Alors, parfois, on s'intéresse à un critère d'efficacité, mais où le patient est guéri. Par exemple, dans l'infarctus du myocarde. Un patient fait un infarctus, on lui pose un stent, il repart chez lui, il est en rééducation, et puis après, il va bien, il n'a plus de douleur, et il repart travailler. Donc quelque part, il est guéri. Mais naturellement, la crainte, c'est la récidive. Et donc, on va donner une statine, et si on veut évaluer l'efficacité de la statine, ça va être sur quoi? Ça va être sur la survenue de la récidive. Mais comment on qualifie cette récidive? Alors bien sûr, un nouvel infarctus. Mais il n'y a pas que les infarctus comme complication d'un post-infarctus. Il peut y avoir bien sûr une mort d'origine coronaire. Il peut y avoir un arrêt cardiaque ressuscité. Et puis, il pourrait y avoir d'autres choses. Il pourrait y avoir hospitalisation pour une douleur thoracique aiguë, etc. Et donc, on a ce qu'on appelle en cardiologie beaucoup de critères composites. On a un patient qui prend des statines en post-infarctus, on va dire qu'il est en échec de traitement si il est mort, ce qui est logique, ou s'il a un infarctus, ou s'il a un arrêt cardiaque ressuscité, ou. Ça s'appelle un critère composite. C'est très utilisé. Ça permet à la fois d'avoir de la pertinence clinique et d'augmenter la puissance. On a de la pertinence clinique parce qu'on a de la mortalité. On augmente la puissance parce que s'il y avait que la mortalité, on n'aurait pas assez d'événements, on n'aurait pas de puissance. Et donc on rajoute des co-critères pour augmenter le volume d'événements, ce qui augmente la puissance statistique. Le problème, bien sûr, c'est que pour qu'on puisse interpréter correctement les résultats, il faut que tous les critères évoluent dans le même sens. Imaginez qu'on ait une augmentation des infarctus, mais une diminution des morts. Et puis dans l'autre produit, on a le contraire. Alors lequel des deux est le meilleur, puisque dans un cas on a plus d'infarctus, dans l'autre cas on a plus de morts, mais alors si ça se trouve on n'a que 3% de morts en plus et 6% de plus d'infarctus, et alors qu'est-ce qu'il emporte, etc., etc. Donc les critères composites,
c'est vrai que ça peut être sympa, mais ça peut être aussi difficile à interpréter. Alors parfois, on ne sait pas par quel bout prendre le problème. C'est que le patient va mieux, mais il va mieux, c'est compliqué. Et un exemple typique, c'est l'asthme. Qu'est-ce qui fait qu'un patient asthmatique va mieux? Alors peut-être qu'un pneumologue va dire, comme l'asthme c'est une bronchoconstriction, du coup on va mesurer les flux aériens dans les bronches avec le VEMS. Sauf que les gens vont dire, mais oui, mais un patient asthmatique, c'est pas que quelqu'un qui souffle dans un tuyau. C'est pas parce qu'il souffle mieux dans le tuyau qu'il va mieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte que certains produits amélioraient les caractéristiques des voies aériennes supérieures, enfin des voies aériennes plutôt, et mais que le patient, en fait, dans sa vie de tous les jours, il allait pas forcément mieux. Donc on a dit, on va mesurer la qualité de vie aussi. Alors c'est vrai, c'est très utile dans l'asthme, en plus du VEMS, mais c'est vrai que la qualité de vie c'est peu spécifique. La qualité de vie s'améliore parce que le patient va mieux dans son asthme, mais pour plein d'autres raisons. On reviendra sur la qualité de vie tout à l'heure, c'est un sujet à part entière. Alors du coup, on a dit aussi, quand un patient asthmatique va pas bien, alors souvent il prend de plus en plus de bêta-2 à courte durée d'action. On appelle ça des rescue medication, médicaments de secours. Et si vous en prenez de plus en plus, ça veut dire que votre asthme est mal équilibré. Alors c'est vrai, c'est un critère pertinent, mais c'est aussi une facette de la maladie. Alors une autre facette, c'est, alors qui elle est vraiment une pertinence clinique indéniable, c'est les exacerbations. Un patient asthmatique, par moment, va aller vraiment très mal, et là c'est une catastrophe, on a l'impression qu'on va mourir, parfois il faut être hospitalisé, donc c'est grave les exacerbations. Donc on va comparer entre le traitement A et le traitement B le nombre d'exacerbations. Et puis on peut aussi faire l'épargne cortisonique chez les patients asthmatiques sévères. Parfois on est obligé de prendre des corticoïdes péros, et ça on sait que c'est dangereux parce que à moyen et long terme plutôt c'est pas bon pour la santé. Et donc si un nouveau traitement stabilise mieux le patient, du coup il va sûrement avoir moins recours à de la cortisone par voie générale, et là on sait que objectivement ça va être mieux. Alors exacerbation épargne cortisonique c'est très bien, mais il faut être honnête, il faut que l'asthme s'améliore beaucoup pour que ces critères s'améliorent. Donc ces critères sont cliniquement intéressants, mais ils vont être moins sensibles au changement, alors qu'au contraire le VEMS, lui, va être sensible au changement, et il est peut-être moins cliniquement pertinent, mais physiologiquement pertinent. Et du coup, dans l'asthme, souvent on mesure l'ensemble. Et puis bien sûr, va se poser la question de la hiérarchie de ces critères, mais ça sera pour une autre discussion. Alors bien sûr, il y a des pathologies, on passe au cancer, où aller mieux, c'est vivre. Et donc le critère d'efficacité, c'est la survie, c'est la durée de survie. À l'évidence. Alors, bien sûr, ton tact, mais en fait, pas toujours. Par exemple, dans le cancer du sein localisé, aujourd'hui, on ne peut plus avoir la survie comme critère d'efficacité, et heureusement, parce que les patientes survivent très longtemps. Et donc, il faudrait des essais qui durent 20 à 30 ans, et ça ne serait pas possible. Donc, on ne prend pas la survie brute, on va prendre la survie sans progression, c'est-à-dire le délai jusqu'à progression de la maladie. L'idée, c'est de dire, si le cancer progresse, c'est pas bon signe. Et donc, on va dire que, en fait, progresser, ça signifie que le cancer évolue, donc c'est mal. Alors, oui, non. C'est sûr qu'un cancer qui progresse, c'est pas bien, mais prenez le cancer de la prostate. En fait, vous pouvez avoir un cancer qui progresse à bas bruit, et s'il n'a pas d'impact sur la douleur, si les fonctions sont préservées, il y a de fortes chances que le patient meure avec son cancer de la prostate, et puis voilà. Et donc le délai jusqu'à progression n'est pas forcément le critère très utile dans le cancer de la prostate. Et puis, en fait, figurez-vous que la progression, dire qu'un cancer progresse, c'est un peu subjectif.
Parce qu'on peut dire, ah ben oui, au scanner, la tumeur a augmenté de 20%, donc ça progresse, mais un scanner, ben c'est pas forcément si reproductible que ça. Et puis imaginez que ça soit un essai thérapeutique dans le cancer et que ça soit pas que ça soit en ouvert, que ça soit pas en aveugle. Eh bien, si le clinicien, si l'investigateur souhaite quelque part que le traitement A soit efficace, il risque de voir sur le scanner qu'il n'y a pas de progression. Hein. C'est le problème des critères subjectifs dans les essais en ouvert, on reviendra là-dessus. Et donc du coup, pour évaluer une survie sans progression, il y a des critères très stricts, et puis il faut que ça soit des évaluations centralisées, qui soient pas que faites par l'investigateur, donc ça coûte cher, c'est un peu long à faire, mais c'est indispensable. Donc la survie sans progression. Alors on va dire dans le même ordre d'idée, hein, la réponse tumorale, c'est-à-dire qu'on a des patients avec une tumeur, et puis on donne un traitement, et puis on voit que la tumeur diminue de volume. On appelle ça une réponse tumorale. Donc c'est bon signe, ça veut dire que le patient va mieux, et donc on peut prendre ça comme critère d'efficacité. Alors, pourquoi pas dans une étude de phase 2, hein, dans une étude très préliminaire, mais en fait, on ne soigne pas des tumeurs, on soigne des patients. Hein. Et donc, ce qu'on veut, c'est survivre, et c'est pas que le cancer soit tué, parce qu'il est possible que, en fait, la tumeur régresse, mais que ça change rien sur le pronostic du patient. Alors, en cancérologie, très important, la qualité de vie, qui doit être systématique, puisque les traitements sont parfois efficaces, mais au prix d'effets indésirables sévères. Et donc, du coup, on peut se demander dans quelle mesure le gain en survie est vraiment authentiquement supérieur à la perte de qualité de vie induite par les effets indésirables du produit. Alors, bien sûr, la question de la qualité de vie, c'est que on voudrait ça tout le temps, en fait. Un patient qui va mieux, c'est un patient qui a une qualité de vie améliorée. Et donc, si on peut vraiment mesurer la qualité de vie quelque part, on a le Graal de l'efficacité. Le problème, c'est que c'est bien sûr, on peut imaginer, c'est pas si simple de mesurer la qualité de vie de quelqu'un. C'est presque une question philosophique, hein, c'est que mesurer le bonheur et tout ça. Qu'est-ce que c'est que la qualité de la vie Alors, il y a une littérature considérable sur le sujet. Il y a une extension du concept. Hein. Aujourd'hui, on parle de Patient Reported Outcome pour dire que qualité de vie, certes, mais on doit avoir plus large. On doit s'intéresser peut-être à des facettes plus spécifiques de la qualité de vie, telles que la fatigue, telles que l'anxiété, la satisfaction. Et que le principal, c'est que ça soit le patient qui dise. Hein. C'est ça qu'il y a dans Patient Reported Outcome, PRO. Alors du coup, se pose la question, mais au fait, donc tout ça, en fait, c'est donner la parole au patient. Et en fait, finalement, c'est le patient qui sait le mieux comment il se sent et comment il sent que son traitement marche ou pas. Eh bien, figurez-vous que oui, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Parce qu'en fait, mesurer une qualité de vie par auto-évaluation, c'est poser des questions à quelqu'un via un questionnaire. Donc d'abord, il faut comprendre la question. Il faut s'interroger dans sa tête, mais finalement, comment je suis? Et puis, il faut trouver la réponse. Et puis, il faut accepter de la dire. Alors ça paraît évident, hein, mais vous prenez par exemple, dans les questions de qualité de vie, bien sûr, il y a des questions de sexualité. Parce que la sexualité, c'est important, et puis parce que quand on a une maladie grave, en général, ça a un impact sur la sexualité, et des traitements ont des effets indésirables sur la sexualité. Et donc, dans un questionnaire de qualité de vie digne de ce nom, vous avez une question sur la sexualité, imaginez que la question, ça soit êtes-vous satisfait de votre sexualité? D'abord, faut se demander, mais finalement, qu'est-ce que c'est ma sexualité? Et puis il faut arriver à se dire, est-ce que j'ai une réponse à cette question? Et puis il faut accepter de donner la réponse. Et il arrive que on donne pas la réponse, on en donne une autre. Hein, ça peut s'appeler un biais de désirabilité sociale ou tout ce que vous voulez, mais tout ça a été étudié. Et donc par moment,
eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, hein, il faut, si on veut vraiment avoir des mesures de qualité de vie fiables, eh ben, il faut au moins aider les patients à être au clair avec ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein. Et donc, introduire un enquêteur qui va participer à cette évaluation. Et alors pour certains c'est un crime, hein, parce que c'est un crime contre le paradigme de l'auto-évaluation, mais méthodologiquement c'est un enjeu important. Alors un autre point, c'est que bien sûr la qualité de vie c'est subjectif. Subjectif ça veut dire qui a trait à un sujet pensant. Objectif ça veut dire qui a trait à un objet. Donc la tension artérielle c'est objectif, le bonheur ou la fatigue ou la tristesse ou l'anxiété c'est subjectif. Et là, on retrouve notre Claude Bernard qui a construit la médecine occidentale, qui est une médecine de l'objectivité. C'est une médecine du fonctionnement des organes et de l'objectivité, et de marginalisation de l'esprit. Et donc, du coup, en recherche biomédicale, mesurer des choses subjectives, ça paraît toujours un peu olé olé, pas très scientifique, pas très raisonnable, pas très fiable, alors que, figurez-vous, que quand on regarde la validité de ces mesures, eh bien finalement, elles sont globalement meilleures ou aussi bonnes que les mesures objectives. Hein. Quand vous pensez à la mesure d'une créatinémie, d'une virémie dans le HIV, eh ben la précision de la mesure est pas forcément meilleure que la mesure d'une qualité de vie, à la condition que l'on fasse attention au recueil des données. Et ça, c'est un vrai souci avec les mesures de qualité de vie. Comme c'est subjectif, on a tendance à donner des questionnaires comme ça dans la salle d'attente et puis à recueillir les informations. Et puis si le patient il veut pas répondre, il répond pas et puis voilà. Donc on a des données manquantes, biaisées et tout ça. Non, il faut montrer au patient que ces informations sont importantes, qu'elles participent à l'évaluation du soin au même titre que le reste. Alors. À propos des qualités de vie, on doit parler des qualis, parce que donc des années de vie ajustées par la qualité, parce que c'est un élément méthodologique majeur pour évaluer les traitements en termes médico-économiques. Et donc des économistes, alors c'est le NICE hein, qui a été peut-être à l'origine de ça. Le NICE c'est l'équivalent de la HAS en Grande-Bretagne. Ils évaluent les médicaments en vue de leur remboursement. Et ils ont dit voilà, eh ben, un médicament, on va le rembourser s'il permet d'économiser, de gagner une année de vie de qualité pour moins de 40 000 euros. Alors vous me direz pourquoi 40 000 euros? Parce que ça correspond à peu près au PIB par habitant, en Grande-Bretagne et en France. Donc voilà, donc un médicament anticancéreux, s'il fait gagner une année de vie et qu'il n'a pas d'effet indésirable, alors la firme peut demander à être payée 40 000 euros. Si le médicament, il fait gagner une année de vie, mais que vous avez des effets indésirables et que la maladie vous fatigue, etc., et que cette année, en fait, elle est équivalente à 6 mois en bonne santé, alors du coup, c'est pas 40 000 années, c'est pas 40 000 euros que vous pourrez demander, mais 20 000 euros. Parce que votre produit, oui, il fait gagner un an, mais en fait, il fait gagner en équivalent 6 mois en bonne santé. Comme c'est 40 000 euros pour un an, ben c'est 20 000 euros pour 6 mois. Voilà. Et donc, on a comme ça un rapport coût-utilité qu'il faut calculer. Et si ce rapport coût-utilité est inférieur à 40 000, alors oui, sinon non. Alors bien sûr, toute la question, c'est quand quelqu'un a ce cancer dont on parlait, comment justifier le fait que pour lui, une année de vie correspond à 6 mois en bonne santé. C'est là que les économistes ont développé une méthodologie discutable, mais néanmoins élégante et théoriquement puissante, qui s'appelle le Standard Gamble, avec des variantes comme le Time Trade-off. Alors, on va faire une petite expérience de Standard Gamble. On va dire, voilà,
je voudrais savoir un an de diabète insulinodépendant, de diabète de type 1, comme on dit aujourd'hui. Donc la qualité de vie d'un patient diabétique de type 1, elle est plus faible que la qualité de vie d'un patient dans la vie de tous les jours, parce que faut se piquer, parce que on a peur de faire des hypoglycémies, parce qu'on ne peut pas manger tout ce qu'on veut, etc. Et donc la question c'est, alors du coup, un an de diabète de type 1, ça correspond à combien d'années quand on est en bonne santé? Alors on va demander, on va prendre un groupe d'individus, et on va leur dire, voilà ce que c'est que vivre avec un diabète de type 1. Se faire les dextros, se faire l'insuline, aller voir son diabétologue, être obligé de manger des collations et tout ça, etc. Et puis on leur dit, voilà, ben maintenant que vous savez ce que c'est, qu'est-ce que vous préféreriez? Avoir le diabète? Ou alors avoir 10 chances sur 100 de mourir tout de suite, et donc 90 chances sur 100 d'être en bonne santé. Donc la question est difficile, donc essayez d'y réfléchir. Qu'est-ce que vous préféreriez? Avoir un diabète de type 1 ou avoir 10 chances sur 100 de mourir sur le coup, ou 90 chances sur 100 d'être survécu en bonne santé? Donc les gens réfléchissent et puis en majorité, ben, ils préfèrent ça. Ok. Donc on va changer, on va dire ok. Maintenant ça va être 20 chances sur 100 de mourir, 80 chances sur 100 d'être en bonne santé. Qu'est-ce que vous préférez? Ah. Alors, ben, je préfère quand même 20 chances sur 100 de mourir, 80 chances... Ben alors d'accord, alors maintenant, vous voyez où je vais en venir. Hein. Ça va être 30 chances sur 100 d'être en bonne santé, 70 chances sur 100, 30 chances sur 100 de mourir, 70 chances sur 100 d'être en bonne santé. Alors là, ben je vais dire, moi, je préfère être diabétique. Ok, ben alors maintenant, on va faire 25. Ici, 75. Et puis là, les gens vont dire ben je sais pas. Je suis à l'équilibre. Je suis à l'équilibre. Pour moi, c'est pareil. D'avoir un diabète de type 1 ou une chance sur 4 de mourir sur le coup, 75 chances sur 100 d'être en bonne santé. Eh ben du coup, un an de diabète de type 1, on va dire que c'est un an c'est 12 mois, 75% de 12 mois, c'est 9 mois en bonne santé. Voilà. Un an de diabète de type 1, c'est 9 mois de vie en bonne santé. On dit que l'utilité du diabète de type 1, c'est 0,75. Voilà. Et c'est ce type de routine qui est utilisé. Alors, quelque part, ce 0,75, c'est une mesure de qualité de vie du diabète de type 1. Alors, la qualité de vie la meilleure étant 1 et la pire étant 0. Alors, il y a des instruments qui sont utilisés pour mesurer ces utilités. Alors, le plus connu, c'est le Q5D, mais il faut être honnête, ils sont quand même très rustiques. Pour info, voilà le Q5D. Donc, vous voyez, vous avez 5 items: mobilité, autonomie, activité courante, douleur, anxiété, dépression. Puis, c'est juste 1, 2, 3, un peu beaucoup passionnément. Alors on fait pas la somme, hein. On fait pas la somme parce que les 5 sont pas équivalents, et donc les économistes ont développé un algorithme. Si vous avez 1 à la première question, 3 à la seconde, 2 à la troisième, 1 à la quatrième et 2 à la cinquième, eh ben vous aurez une certaine utilité qui va être calculée et que l'on va utiliser. On va en faire la moyenne pour tous les patients et du coup vous aurez une utilité moyenne et vous pourrez mettre en face le coût pour pouvoir calculer votre coût-utilité. Parce que, et j'ai oublié de le dire, ce qui est très important dans ces utilités, et que l'on n'a pas avec les mesures de qualité habituelles, c'est qu'elles ont une propriété d'intervalle. C'est que entre une utilité de 0,1 et une utilité de 0,2, vous avez un écart qui est le même qu'entre une utilité de 0,75 et une utilité de 0,85. Voilà.
Alors vous me direz, oui c'est logique, il y a 0,1 entre les deux. Oui, il y a 0,1 entre les deux, c'est la même écart, mais cet écart en plus, grâce à la théorie du Standard Gamble, eh bien on peut dire qu'elle a la même valeur, elle a la même significativité. Pas statistique, hein, significativité en termes de différence de qualité de vie vécue. Et donc c'est ça qu'on appelle une propriété d'intervalle, et cette propriété d'intervalle, elle est indispensable pour pouvoir calculer un rapport coût-utilité. Or les mesures de qualité de vie, qui ne sont pas celles des économistes, n'ont pas la propriété d'intervalle. Donc en théorie c'est fantastique, en pratique cet instrument est quand même d'une grande médiocrité de fond. Hein. Et donc les mesures d'utilité servent, mais elles servent à la louche. Elles permettent pas de discriminer des états de sang très très proches et donc de comparer l'utilité de traitements médicamenteux ou pas qui ont une efficacité voisine. Alors pour terminer, un patient qui va mieux, c'est un patient qui n'a pas d'effet indésirable ou du moins qui n'en a pas trop. Et ça, eh bien, évaluer les effets indésirables d'un produit dans un essai thérapeutique, c'est pas simple. Même quand ces effets sont prévus, c'est pas simple. Alors, et parce qu'il arrive qu'on sache à l'avance qu'un médicament va avoir tel ou tel type d'effet indésirable. Par exemple, un anticancéreux, du fait de son mécanisme d'action, est susceptible de provoquer des nausées. Et donc à ce moment-là, on peut se dire c'est facile, il suffit d'avoir un questionnaire où on met tous les effets indésirables prévus et on demande au médecin de demander au patient est-ce qu'il a eu des nausées, est-ce qu'il a eu une infection, etc., etc. Mais en fait, ce que l'on oublie, c'est que les médecins n'ont jamais envie, ou du moins inconsciemment, n'ont pas envie de voir que les médicaments qu'ils ont prescrits à leurs patients leur font du mal. Ça fait partie de la pratique médicale d'être enthousiaste à l'idée du médicament que l'on a prescrit. On pense que c'est le bon médicament et on le dit au patient parce que c'est susceptible d'être autoréalisateur. Parce que le patient se dit le médecin, il est vraiment très confiant dans ce produit, et donc ça va me faire du bien. Donc on se conditionne par le fait que le médicament fait du bien et ne fait pas du mal. Et donc après, quand le patient est susceptible d'avoir l'effet indésirable, on a du mal à le voir. Et donc dans la formulation de la question, est-ce que vous avez eu des nausées, le patient est susceptible d'entendre « Ah, il n'a pas tellement envie que je lui dise oui ». Et puis beaucoup de patients n'ont pas envie de dire à leur médecin que le produit leur a fait du mal. Et donc du coup, est-ce que c'est fiable ça alors un peu, bien sûr, un peu, mais pas plus que ça. Et alors là où c'est encore pire, c'est quand les effets indésirables sont pas prévus. On peut pas les mettre dans la liste. Et donc on va dire au patient, alors est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées, des effets indésirables, et il faut que le patient ait l'idée qu'en fait, ce qu'il a eu et qui était désagréable est en lien avec le médicament. Et ça, c'est pas facile du tout. Un exemple classique, c'est les antidépresseurs sérotoninergiques ont un effet sur la sexualité, une diminution du désir, pas forcément du désir, mais par exemple, ça retarde les éjaculations. Et eh bien, il a fallu des années avant de se rendre compte que les médicaments faisaient ça. Parce que les patients sont déprimés, donc ils ont des troubles de leur sexualité, et donc le patient et le psychiatre trouvent ça normal. Et c'est à force de faire des observations qu'un jour on s'est dit, mais zut, finalement, ça fait ça. Donc du coup, les effets indésirables, c'est pas facile à évaluer dans un essai thérapeutique, d'autant moins qu'il y a un problème de puissance statistique. C'est-à-dire que le nombre de sujets à inclure dans un essai thérapeutique, il est calculé pour l'efficacité. Il n'est pas calculé pour dépister les effets indésirables. Et donc souvent, on n'a pas assez de sujets pour pouvoir dépister en particulier les effets indésirables rares et graves. Et ça, c'est en général quelque chose qui est mal compris dans les médias. C'est que les essais randomisés de base ne permettent pas de voir les gros pépins, mais rares, qui sont susceptibles d'arriver. C'est le recours, c'est à la pharmacovigilance. C'est-à-dire une fois que le médicament est sur le marché, de mettre en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir évaluer ces effets indésirables rares mais graves. Alors comment ça se passe? D'abord,
aujourd'hui, les agences de médicaments demandent des plans de gestion de risque, donc demandent à la firme de mettre en œuvre des études pour évaluer ces effets indésirables et tous les problèmes qui sont susceptibles de survenir à la vue des résultats des études randomisées qui ont été faites avant. Alors, il y a aussi des déclarations spontanées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patients, les médecins, les parents de patients, tout le monde peut aller sur un site internet de l'agence du médicament, déclarer des effets indésirables en ligne, ce qui permet d'augmenter la sensibilité de détection de ces effets indésirables rares mais graves. Et puis bien sûr, alors quelque chose qui va être extrêmement intéressant et de plus en plus utilisé, c'est d'utiliser les bases de données de l'assurance maladie, où là on a toutes les personnes qui ont pris tous les médicaments, en tout cas prescrits sur ordonnance et remboursés, et on a éventuellement s'ils ont été hospitalisés pour telle et telle raison. Et on peut faire d'utiliser des statistiques exploratoires, de la fouille de données pour dépister des effets indésirables qui surviendraient préférentiellement avec tel ou tel type de médicament.